Nous partons pour ces temps très anciens, où plongent les racines de l'identité culturelle basque, environ 4000 années avant notre ère. Après de profonds changements de mentalité et de croyances, les premiers bergers vont construire des monuments funéraires faits pour durer, comme les dolmens et les cromlechs. En nous dévoilant les secrets de ces pierres, Jacques Blot et Claude Labatte espèrent les faire aimer et respecter, et contribuer ainsi à la protection et à la conservation de ces précieuses reliques, du patrimoine culturel et archéologique de tout un peuple. C'est un climat froid, quasiment sibérien, avec un paysage de steppe qui règne jusqu'à la fin du Paléolithique supérieur, disons en gros pour être schématique vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et petit à petit, ensuite, le temps va se réchauffer doucement et le climat devenir plus humide. Bien sûr, au temps du Paléolithique supérieur, quand le climat est très froid, les hommes, vous le savez, vivent de la chasse uniquement, quelques cueillettes de baies sauvages, mais c'est la chasse aux bisons, aux rennes, à tous ces animaux des pays froids, bien adaptés à ce dernier. Et avec le changement climatique, tout va changer, aussi bien la couverture végétale de notre pays que la vie des hommes qui en dépend bien évidemment. Et à partir de 10 000 ans, jusque vers 4 000 ans avant Jésus-Christ, disons, c'est ce qu'on appelle le Mésolithique. C'est une période intermédiaire avec, du fait de l'humidité du climat bien plus accentué, l'apparition d'un couvert forestier et des animaux qui vont avec, c'est-à-dire le grand bétail du type cerf, etc. Et la vie des hommes s'adapte puisque les grands herbivores sont repartis dans le nord, les bisons, les rennes, et l'homme va s'adapter et va complètement changer de mode de vie et de philosophie, disons. Tout d'abord, le mode de vie, ça va devenir le règne du piégeage. On apprend à piéger, l'arc fait son apparition qui permet d'atteindre quelques oiseaux dans le couvert forestier. C'est de l'apparition des microlithes, les petits silex taillés, qui permettront plus tard de faire les premières faucilles. Et bien sûr, les grands mythes de la préhistoire qui se retrouvaient dans les grottes vont disparaître pour faire place à une nouvelle philosophie qui s'exprime en certains endroits par des galets peints que l'on estime être peut-être les premiers signes de l'écriture. Peut-être. Toujours est-il que c'est aussi le moment où apparaît le chien, en tant qu'animal domestique et compagnon de l'homme. Petit à petit, le climat se réchauffe de plus en plus et on arrive vers 4000 ans avant Jésus-Christ à un climat à peu près semblable au nôtre et ça va être l'éclosion de ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire une vie nouvelle qui va être caractérisée par plusieurs faits saillants, dont l'essentiel c'est que l'homme de chasseur qu'il était devient éleveur et que de cueilleur qu'il était, il va devenir producteur. Si l'agriculture tient une place relativement faible en Pays basque, compte tenu des qualités de la terre, par contre l'élevage va prendre une grande ampleur. Et si l'on peut dire que les ovicaprins sont parmi les animaux les plus abondants jusqu'à nos jours d'ailleurs, leur domestication initiale ne semble pas s'être faite en Pays basque, mais plutôt dans le Proche-Orient. Par contre, les travaux d'Altouna semblent démontrer que les bovins semblent dériver de la domestication sur place des aurochs et les porcs de la domestication sur place aussi des sangliers. Et surtout, l'élevage va être l'occasion du développement de la transhumance qui est elle-même fonction du relief du pays. Et on verra se développer au printemps les grands mouvements de troupeaux qui, des plaines de l'Ebre et de la Garonne, montent vers les sommets pyrénéens pour revenir ensuite dans la plaine en automne. Et ces grands mouvements de bergers et de troupeaux vont être à l'origine d'une certaine harmonisation de la langue basque, des mœurs, de la culture, des connaissances des Basques, disons. Et quand je parle de la langue basque, c'est bien parce que l'on estime, d'après les travaux de Barandiaran en particulier et de bien d'autres, que la langue basque, si elle existait plus ou moins déjà à l'état de proto-basque, même du temps de la préhistoire lointaine, elle se structure vraiment au néolithique.
Et par exemple, elle les véhicule jusqu'à nos jours des grands mythes qui sont nés à cette époque du néolithique. Et je voudrais citer un des symboles principaux, le Laobourou, cette croix basque qui est connue partout, qui est en fait le symbole du soleil du néolithique de cette époque-là et que l'on retrouve dans toute l'Eurasie jusqu'en Chine. Par contre, ce symbole a été particulièrement conservé, toujours en honneur en Pays basque de nos jours encore. Dans les grands apports, les innovations que apporte le néolithique, il y a aussi le polissage de la pierre. Tout le monde a entendu parler des haches polies, qui ont un bien meilleur rendement au point de vue technique, au point de vue coupe. Et surtout, la sédentarisation. Les gens ne sont plus des nomades, mais des sédentaires avec les troupeaux, l'agriculture. Et surtout, la domestication de la terre cuite, c'est-à-dire de la poterie, qui va permettre au stade ultérieur la maîtrise des fours en terre réfractaire pour aborder l'âge des métaux, cuivre, bronze et fer, qui seront une transformation capitale, là encore, dans la vie des Basques et de l'homme en général. Lors de leurs séjours estivaux en montagne, les bergers étaient amenés à se confectionner des habitats temporaires, dont les nombreux vestiges sont parvenus jusqu'à nous, du fait de leur isolement dans les hauts pâturages. Nous sommes ici en Haute-Soule, au-dessus des gorges d'Olsarté et devant des échantillons très bien conservés de tertres d'habitat. En fait, ce sont des tas de terre qui ont été construits par les bergers de la protohistoire lorsqu'ils arrivaient sur les estives après que se soit dégagé des neiges au printemps. Et ces tas de terre non structurés servaient de point de support à des habitats temporaires du style habitat en branchage recouvert par exemple de peaux de bêtes ou de mottes d'herbe. Ce qui se retrouvait chaque année, bien sûr, c'était le tertre lui-même qui demeurait ou que l'on reconstruisait un petit peu. Par contre, l'habitat lui-même disparaissait pendant l'hiver et on le reconstruisait à chaque revenu en été. On notera que les tertres d'habitat sont groupés en ensemble de 5, 6, 10, 15, 20 éléments, tout simplement parce que les hommes aimaient bien se retrouver ensemble sur ces pâturages, ne serait-ce que par solidarité, se défendre, etc. Et par ailleurs, les caractéristiques de ces lieux sont des tertres construits sur des terrains en pente qui permettent le ruissellement des eaux de pluie, le tertre faisant lui-même pilotis sur élévation pour l'habitat construit dessus, et bien sûr à côté d'un point d'eau, nous avons vu un très joli ruisseau ici qui est indispensable à la vie humaine. Et on notera que ces conditions favorables ont toujours été reprises au cours des temps, puisqu'on peut voir derrière moi le Cayolar actuel qui reprend le même site pour les mêmes fonctions. Les fouilles ont pu montrer que l'intérieur des tertres ne contenait pas de structures funéraires du type petit ciste ou coffre en pierre, mais bien au contraire des traces de poteaux qui ont pu supporter les structures d'habitat que j'évoquais tout à l'heure, des petites lames de silex, des cristaux de roche qui prouvent une présence humaine et pas forcément funéraire. Un autre critère de distinction, c'est que les tertres sont toujours sur des terrains à pente, alors que, rappelons-le, les monuments funéraires sont toujours érigés sur des terrains absolument plats. Durant la protohistoire, les bergers eurent à affronter des temps troublés et durent par moments, quand ils étaient sur les estives en particulier, quitter leur tertre d'habitat pour aller s'y réfugier temporairement lors de passages de peuples, de mouvements plus ou moins hostiles, passage des Celtes ou autres, dans des camps que l'on a appelés gachtelous. Ces camps protohistoriques peuvent être de deux sortes, soit en terre avec leurs hauts parapets, quelquefois couronnés de palissades, soit en pierre, murailles en moellon, pierre sèche, comme à Gachtelari, comme à Larango, comme à Sercoupé. Et ces camps protohistoriques ont traversé les siècles jusqu'à nous et sont encore tout à fait visibles. Pas très loin de ces lieux de vie, le plus souvent sur une ligne de crête ou un col, on peut observer de grandes pierres, fichées verticalement dans le sol ou simplement couchées. Ces monolithes ou menhirs
sont relativement rares en Pays Basque. Jacques Blot, durant ses prospections, en a comptabilisé que 11 en Pays Basque Nord et que Javier Penalver n'en a découvert que 32 au sud. Si certaines ont été mises en place par les pasteurs du premier millénaire avant le Christ, d'autres sont plus récentes, comme les monolithes qui jalonnent la voie romaine du Puerto de Belate. Les monolithes ou menhirs, je préfère en fait le terme de muga, le terme basque qui leur est attribué et qui veut dire borne. Car en fait, ces grandes pierres semblent bien avoir été en Pays Basque des bornes pastorales. On les trouve soit plantées dans le sol, érigées, soit à plat. Celles qui sont plantées dans le sol, c'est en général le menhir, le monolithe de type dalle. Planté par exemple à Iparla, par exemple à Gastenbaka. Le menhir bloc, c'est-à-dire le quadrilatère allongé, se trouve plutôt toujours gisant sur le sol et ne semble jamais avoir été mis en position debout. Ce qui nous laisse entendre que ces positions étaient voulues dès le départ. Par exemple, pour le monolithe de Gorospil, pour le monolithe de Sao, pour celui de l'Arsamendi, on peut retrouver le long des bords de ces monolithes les éclats de taille quand ils ont été épanelés, et ces éclats sont encore en position tout le long du monolithe. Si le monolithe avait été dressé et était tombé, il serait étonnant qu'il soit tombé exactement dans la position où il était initialement lorsqu'on l'a taillé. Donc on peut considérer que ces monolithes ont été soit debout, soit couchés, et ceci d'emblée, ce qui n'empêche pas que certains qui ont été mis debout aient pu tomber entre-temps. On peut les considérer, comme je l'ai dit, comme des bornes pastorales, parce qu'ils sont effectivement dans des endroits stratégiques qui paraissent délimiter des pâturages de bergers venant de vallées différentes, de versants différents. Et ces bornes avaient le rôle de réguler la vie des pasteurs et de leurs troupeaux, répartissant d'une manière aussi équitable que possible les points d'eau et les surfaces d'herbage. C'est pour ça que l'on peut penser qu'ils ont été aussi longtemps les lieux où se faisaient les accords ou les règlements des disputes entre bergers sur ces points d'eau, ces pâturages. Et nous en avons le lointain écho dans les fêtes du 13 juillet à la Pierre Saint-Martin, où ces fasseries, qui ne sont que des renouvellements d'accords qui remontent à la proto-histoire, ces fasseries rappellent les accords entre bergers, en ce qui concerne la Pierre Saint-Martin, entre Roncal et la vallée d'Arrête. En Pays Basque, presque toutes les pierres aux formes étranges ont des histoires. Claude Labatte, qui est un spécialiste de mythologie basque, nous raconte celle des Rolanaria. Il y a une histoire très intéressante dans la mythologie basque qui concerne un personnage un peu particulier. Il s'agit de Roland, le neveu de Charlemagne, que l'histoire nous dépeint comme étant quand même un ennemi des Basques, puisque l'armée de Charlemagne a été vaincue à Roncevaux. Mais la légende a récupéré ce personnage et en a fait un héros légendaire très intéressant. Dans ces légendes, Roland est considéré comme un homme fort, c'est-à-dire un personnage important, mais il a une force physique également très étonnante. Il est capable de prendre des rochers et de les lancer très loin. C'est ce qu'il a fait justement en direction de l'Espagne. Il a soulevé à plusieurs reprises des rochers, mais chaque fois son entreprise a mal tourné. On dit par exemple que son pied a glissé dans une bouse de vache et que le rocher est tombé très près, au lieu de franchir la crête frontière, le rocher est tombé de ce côté-ci des Pyrénées.
Aujourd'hui, on connaît ces rochers, ils sont désignés sous le nom de pierre de Roland. Il y en a plusieurs qui sont répertoriés sur les cartes du Pays Basque et ce sont les derniers vestiges de ces histoires légendaires qui concernent Roland, le paladin de Charlemagne.